Merci de nous faire confiance aux fidèles téléspectateurs. On se retrouve encore dans ce beau cadre, justement, dans le cadre de ce magazine, cette émission Surface Télévision, info de la soirée. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons le réel plaisir de vous présenter cette émission où nous allons parler des enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo avec cette question épineuse sur la révision ou les changements de la Constitution, mais également tout ce qui se passe dans la classe politique en général. Nous allons justement aborder plusieurs questions, notamment le mouvement et puis les activités prévues par l'opposition, déjà prévues pour ce 22 juillet 2026, après leur séjour à Bujumbura où ils ont rencontré le président burundais Ndayishimiye, président évidemment en exercice de l'Union africaine. Aujourd'hui même, au centre CEPAS, ces derniers ont tenu une conférence de presse où ils ont réitéré plusieurs choses, notamment un dialogue, mais avant que le chef de l'État puisse renoncer à toute idée du changement ou de modification de la Constitution. Donc, nous allons aborder cette question tout au long de cette émission. Sur ce, j'ai le réel plaisir de recevoir quelqu'un, c'est pour la toute première fois que vous allez le découvrir sur ce plateau. Il s'appelle l'honorable Gladys Kingombe. Il est écrivain et auteur de l'ouvrage argumentiste Le secret de la guerre politico-économique dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais également il est le chef de file du mouvement des Congolais initiés pour le développement, mais aussi porte-parole de la délégation citoyenne La Voix de Consensus qui mène des consultations citoyennes. Et enfin, il est politologue de formation et chercheur associé en sciences politiques, comme vous le voulez bien, si vous le voulez bien, de Paris. Alors, merci beaucoup d'être venu. Monsieur Kabouya, honorable Gladys. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Kabouya, merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Kapena. Ah, Monsieur Kapena, désolé. Bonsoir à tous les auditeurs de FAS TV. Très bien, nous sommes très honorés et très heureux de vous recevoir sur ces plateaux ce soir. Je crois que nous allons justement profiter de cette tribune pour donner les idées qu'attendent justement les Congolais. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre dans toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, mais également à l'intérieur du pays. Vous êtes en Ituri, vous êtes à Bukavu, à Goma, le Nord Kivu bien évidemment, vous êtes dans le Grand Katanga, vous êtes au Kasaï, vous êtes dans le Grand Bandundu, en train de nous suivre. Merci de nous joindre à nous. Il y a un numéro affiché au bas de vos petits écrans, vous pouvez d'ailleurs réagir par message et donner votre avis. On sait que concernant tout ce qui se dira sur ces plateaux. Alors, honorable Gladys, d'entrée des jeux, vous êtes écrivain, chercheur, mais également vous avez déjà publié un ouvrage argumentiste qui parle justement de la guerre qui sévisse dans la partie est de la RDC. Tout à fait. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo? Déjà, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci de nous avoir ici sur ce beau plateau de FAS TV. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ligne, tous ceux qui sont à Goma, Bukavu, Kisangani, Kindu, partout là-bas. Je vous salue. Oui, c'était au mois de septembre que nous avons produit cet ouvrage intitulé, comme vous l'avez bien dit, Les secrets de la guerre politico-économique de l'Est et de l'RDC. Et avec un sous-titre, Tout comprendre sur les conflits armés dans le Kivu. Donc, ça m'a pris 7 ans pour produire cet ouvrage-là. 7 ans. 7 ans. Je menais des recherches scientifiques approfondies, je enquêtais, j'ai approché la population et j'ai des secrets à délivrer là-bas. Lorsque je publiais cet ouvrage, les 5 premiers blancs qui m'ont lu, ils m'ont demandé « Mais pourquoi vos autorités font des voyages ici ?» Et elles n'ont qu'à lire cet ouvrage. Et alors, il y a tous les secrets. Pourquoi ne pas solliciter rendez-vous auprès du président
Depuis que je suis ici, j'ai sollicité 3 fois audience à la présidence. Je voulais être reçu par le président pour délivrer tous ces secrets parce que tout n'est pas à mettre sur la place publique. Malheureusement, on m'a jamais reçu. Je voulais signaler que dans cet ouvrage, je révélais, et parce qu'à Goma, je n'ai jamais délivré ces secrets, je le fais ici pour vous, sur votre plateau. Donc nous avons la primeur. Oui. Pendant ces 7 ans, je menais des investigations sur la personne de Paul Kagame. Donc, si l'on me demande aujourd'hui de donner 2-3 secrets qui vont nous permettre de plaquer au sol la personne de Paul Kagame à travers cet ouvrage, je peux facilement les donner. Donc, vous avez ces secrets-là. J'ai ces secrets-là. Alors, tout part, d'après ce qu'on a compris, c'est la crise qui sévit ces derniers temps à l'est de notre pays. On va parler d'il y a 3 décennies. C'est lié surtout aussi à la communication politique. Et à la non-information, l'ignorance collective. La population congolaise, la vérité qu'on soit dit, n'a pas accès à de bonnes informations. Parce qu'on ne se ressemble pas, parce que je ne parle pas comme vous, je ne suis pas comme vous, vous me traitez d'étranger. Ça frustre. Et avec l'intervention et l'ingérence de pays étrangers, ça pose problème. Parce qu'on n'a pas la même culture, la même compréhension de notre histoire, ça pose énormément de problèmes. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent que le peuple congolais est composé de 5 groupes. Ici, surtout à l'ouest, au centre, mais aussi à la diaspora, quand on parle congolais, on pense que le congolais, c'est seulement l'homme bantou. Comme vous et moi ici, nous sommes bantous. Or, le peuple congolais est composé principalement de 5 familles. D'abord, il y a les bantous, qui représentent la quasi-majorité de la population congolaise, 80%. Vous et moi, nous sommes des Bantous. Bantou, c'est en Swahili de Lubumbashi, qui signifie plusieurs hommes. Bantou, plusieurs hommes. Nous sommes forts physiquement, peuple cultivateur. Et le deuxième groupe de Congolais, c'est ce qu'on appelle les Pygmées. Ça, au moins, tout le monde connaît, les autochtones du Congo. Il y a aussi les Soudanais, donc les gens qui tirent leurs origines de ce qui est devenu aujourd'hui le Soudan. Avant, ce n'était pas le Soudan. C'est des populations ou des peuples ou des Congolais qui occupent la partie Ituri, du côté de l'Équateur là-bas et tout. Comme Mobutu n'était pas bantou comme vous et moi. Mobutu était soudanais, soudanite comme on les appelle. Dans la partie nord Ubangi, sud Ubangi, Très et tout bien. ce qui va avec. Voilà. Et il y a l'autre groupe qui compose le peuple congolais, c'est aussi ce qu'on appelle les Nilotiques. Les Nilotiques font partie des groupes congolais. Les Nilotiques signifient tout simplement peuple pasteur. Ils sont élancés, messes, et ils ont, ce qui pour être direct, ils ont la morphologie de ce que vous appelez de Paul Kagame. Voilà. Alors, il y a un groupe de Congolais comme ça qui sont ici depuis. L'homme blanc les a trouvés ici et ils sont là. Ils font partie des Congolais. Mais malheureusement, il y a d'autres Congolais qui refusent de voir cette réalité en face. C'est ce qui pose problème. Et on acquise un certain groupe de personnes, on les rejette, on les qualifie de tous les noms d'oiseaux. Donc, ce qui est à la base de l'insécurité de notre pays, pour me résumer, c'est la marginalisation, la discrimination, les stéréotypes, et la victimisation aussi. Tout ça, ça profite à l'insécurité de notre pays, malheureusement. Très bien. Et vous avez dit que vous avez initié plusieurs démarches pour justement rencontrer les autorités du pays. Bon, à la limite, où le plafond, c'était le président de la République pour justement lui délivrer tous ses secrets. Mais ça vous fait quoi, en tant que Congolais, voir que depuis que Kagame a commencé à manœuvrer, implanter cette insécurité dans la partie Est, et que vous détenez justement les secrets qui peuvent lui mettre justement KO, ça vous fait comment? Ça fait mal, mais déjà, partant du titre, j'ai délivré le premier secret. Je dis le secret de la guerre politico-économique de l'Est de la RDC. À ce qui nous concerne, beaucoup de gens savent que voilà ce qui se passe à l'Est, le secret, donc où la guerre à l'Est, c'est causé que par l'ingérence économique ou pour des raisons économiques. Mais moi, je délivre qu'il y a aussi des raisons politiques. Ça veut dire, en interne, il y a des choses que nous faisons qui concourent à l'alimentation des conflits armés dans notre
donc dans la partie est de la République là-bas. Mhm. Et l'ennemi, l'étranger, il entre, il trouve facilement quand même une place ou des marionnettes ici parce qu'il y a aussi des problèmes ici en interne qu'on doit effectivement régler. C'est ce que j'ai commencé à énumérer, la marginalisation, la discrimination, des stéréotypes là, que voilà, ces gens-là sont comme ça, ces gens-là sont ceci, ces gens-là sont... Donc ça pose problème et l'ennemi entre facilement. Est-ce que tout ce que vous avez énuméré peuvent pousser les gens justement à combattre leur propre pays parce que vous vous retrouvez marginalisé, parce que vous êtes frustré pour ne pas peut-être avoir occupé un poste, pour ne pas être ministrable, parce que est-ce que ça peut pousser quelqu'un justement à aller en guerre vers son pays? Alors, comme disait Emmanuel Macron, il faut que ça soit clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Vouloir expliquer ne veut pas dire vouloir justifier. Je ne justifie pas ce qu'ils font. J'essaie tout simplement d'expliquer comme scientifique, comme intellectuel, que voilà, il y a aussi des Congolais marginalisés, traités de tous les noms d'oiseaux, qui sont malheureusement manipulés par l'ennemi. Ouais, qui sont manipulés. C'est une précision de taille. Voilà, manipulés par l'ennemi. Manipulés par l'ennemi. Qui profitent, on va appeler ça une faiblesse ou comment? Qui profitent de cet état d'esprit de ces Congolais-là pour être manipulés. Exactement. Bon, vous savez, le deuxième secret que je délivre ici, en RDC, aujourd'hui, il y a plus de 270 groupes armés. Et ces groupes armés sont répartis en 5 catégories. La première catégorie des groupes armés, qui constitue d'ailleurs la majorité des groupes armés à l'est et là-bas, c'est ce qu'on appelle les groupes armés d'intérêt communautariste. C'est des groupes armés ethniques. Ça veut dire que c'est composé des milices, des maïmaï, des différentes tribus et mises en place par des leaders d'opinion de l'Est. Je vais dire quoi par là? Toutes les principales tribus de l'Est, surtout du Kivu, et tous les leaders d'opinion originaires de l'Est ont leurs groupes armés à l'Est et là-bas. Et ils constituent la majorité, ces groupes armés constituent aujourd'hui la majorité. Ils ont quel problème? Ils ont souvent des problèmes liés aux terres, des problèmes liés à l'identité culturelle. Vous n'êtes pas comme moi, je ne vous reconnais pas. Et surtout, les problèmes liés aussi à la crise de leadership. Telle tribu veut diriger Nord Kivu, telle tribu veut avoir le monopole sur la ville et il se crée des problèmes. Et la majorité de ces groupes armés, c'est ce que vous appelez aujourd'hui les Wazalendo. Ok. Voilà. La deuxième catégorie de groupes armés, ce qu'on appelle les groupes armés d'intérêt politique, mis en place par des leaders politiques pour des raisons politiciennes, pour intégrer les institutions. Ouais, c'est le raccourci, c'est comme l'AFC M23. C'est mis en place pour intégrer les institutions. Ils ont pris les armes pour cet intérêt-là que nous dénonçons tous. Ouais. Et malheureusement, c'est le canal par excellence qui utilise la majorité des leaders politiques congolais. 87% des politiques qu'on a aujourd'hui, et d'ailleurs, donc de 60 jusqu'à aujourd'hui, la majorité, 87%, sont ici des groupes armés. Parce qu'ils estimaient qu'il faut prendre les armes pour entrer pour prendre les instituts ou se retrouver dans les affaires. Troisième catégorie de groupes armés, les groupes armés maintenant économiques qui exploitent là-bas de minerais mis en place par des opérateurs économiques, mis en place par des officiers militaires. Maintenant, ces groupes armés économiques qui travaillent aussi en connivence avec les pays étrangers. Exemple, le M23. Là, je suis dans les groupes armés congolais. Très bien. Il y a aussi maintenant les groupes armés étrangers. Il y a 14 groupes armés sur le sol congolais aujourd'hui. 14. Étrangers. Il y a, je peux citer pêle-mêle, il y a les ADF Nalu. Ce n'est pas un groupe armé congolais, c'est un groupe armé venu de l'Ouganda. C'est des Ougandais avec les islamistes et tout. Il y a, il y a aussi les groupes armés des Burundais qui sont chez nous, des groupes armés. FENEL, c'est un groupe armé burundais sur notre sol. Il y a aussi ce qu'on appelle Red Tabara, c'est encore un groupe armé burundais sur notre sol. Il y a aussi des FDLR. Il ne faut pas qu'on dise que chez moi, le gouvernement congolais a reconnu dans l'accord avec le Rwanda, Washington et tout. Ils sont là. Donc il y a plusieurs groupes armés qui sont chez nous. Donc au total, 270 groupes armés. Et chaque leader de l'Est, j'insiste, et chaque tribu, principale tribu, malheureusement,
ont leurs groupes armés. C'est ce qui fait que les cette choses ne guerre puissent pas... soit continuelle. Voilà. Et ces groupes armés sont supervisés par les chefs coutumiers, financés par leurs politiciens qui sont ici à Kinshasa, malheureusement. Ouais. Il y a encore des conflits de leadership. Si on ne me donne pas le ministère, j'essaie tout simplement d'alimenter là-bas. J'alimente, je finance, je booste. Et ça va capoter là-bas. Exactement. Alors, à travers toutes ces investigations que vous avez menées, mais également avec tout le plan de tout ce que vous avez fait comme recherche, voyez-vous cette guerre finir? Exactement, si seulement on accepte la vérité. Si seulement on accepte de toucher là où, même si ça fait mal, mais on touche les causes profondes du conflit. La vérité, c'est quoi? Les causes profondes du conflit, c'est quoi? Parce que cette tribune, je peux vous le rassurer que c'est une tribune qui est tellement suivie. Donc, elle est à la fois informative, mais pédagogique également. Donc, on doit toucher les causes profondes. Exactement. Les causes profondes des conflits sont ou constituent les sujets ou des sujets importants qui nous divisent, nous, en tant que peuple. La vérité qu'on soit dit, c'est que les Congolais de l'Ouest, la manière dont les Congolais de l'Ouest, la perception du Congo, d'après les Congolais de l'Ouest, ce n'est pas la même perception de l'Ouest ou du Congo d'après les Congolais de l'Est. Ça, c'est un fait. On n'a pas la même notion de ce qu'on appelle la nationalité congolaise. On doit se mettre d'accord qui est Congolais d'origine. Quelles sont les sources crédibles? Quelles sont les informations? Quels sont les témoins oculaires? Mais si l'on s'en tient, parce qu'il faut commencer par là, comme vous avez dit, l'émission est pédagogique, il y a 3 types d'histoire, monsieur le journaliste. Le premier type d'histoire, c'est ce qu'on appelle l'histoire coloniale, écrit par des Blancs pour les visées colonialistes. Lorsque les Blancs sont arrivés ici, ils ont trouvé des œuvres d'art qui caractérisent, qui démontrent que le nombre des populations ou des Congolais qu'ils ont trouvés ici. Ils ont ramassé toutes les œuvres d'art, amené ça au musée de Terre-Velin. Les gens peuvent même aller au musée de Terre-Velin et voir ce que les Congolais, ce que les Blancs avaient trouvé ici. C'est l'histoire coloniale. Le deuxième type d'histoire, c'est l'histoire qu'on appelle l'histoire mémorialiste ou indigène, qui a été écrite par des indigènes à l'époque, nos grands-parents, nos ancêtres et tout. Dans chaque cour royale, il y avait des mémorialistes qui mémorisaient les événements politiques, les événements mondiaux, les événements culturels, tout ce qui s'est passé. Et ils avaient l'obligation de dire la vérité au roi. Et en 1945, ces mémorialistes ont reçu l'ordre de coucher tout ce qu'ils mémorisaient sur papier. Et encore une fois, cette histoire-là, ça n'a jamais été exploité par beaucoup de gens, si ce n'est que par des scientifiques. Le troisième type d'histoire, c'est maintenant l'histoire mensongère, qui a des visées politiques, pour des raisons propagandistes. Malheureusement, c'est le type d'histoire qui domine largement sur notre sol. Cette histoire mensongère divise les Congolais. Le fait qu'on n'a pas on ne partage pas la même histoire, on se met d'accord sur rien. La nationalité congolaise, comme je dis, chacun ici, il y a des leaders politiques congolais qui distillent le message de haine pour eux, tel n'est pas congolais, tel est congolais, comme s'il y a une tribu qui a le monopole du Congo ou de la nationalité congolaise. Comme s'il a les thermomètres pour dire que voilà, celui-ci est congolais, celui-ci n'est pas congolais. Mais justement, cette question doit être définie, bien évidemment. Effectivement, ça fait partie des causes profondes du conflit. Il faut vraiment qu'on en parle. C'est quoi un Congolais d'origine? Qu'est-ce qu'on attend par un Congolais d'origine? Est-ce qu'il faut tenir compte de l'histoire coloniale, comme je viens de le dire, c'est demander à l'homme blanc qui nous connaît plus que nous-mêmes, ou est-ce qu'il faut que chacun donne quand même des sources? Parce qu'à ce qui me concerne, comme je viens de le dire, le peuple congolais, c'est 5 familles. Il faut voir les choses de cette façon-là. Arrêtez de voir que voilà, les Congolais, c'est seulement nous les Bantous, parce que nous représentons 80%, nous sommes majoritaires. Non, il y a aussi 20% qui constituent 4 groupes de Congolais. Il faut voir les choses de cette façon-là. Ça, c'est un. Deuxième raison, parce que je dis, les causes profondes sont des sujets importants qui nous divisent. Deuxième raison, ou deuxième sujet important qui nous divise, la question du système politique. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ce système nous a toujours divisés. Il y a toujours des unitaristes et il y a toujours des fédéralistes.
depuis 60. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le premier Congolais à se qualifier de fédéraliste dans ce pays, Joseph Kasavubu. Nous sommes en 1945. Il a déjà produit son tout premier article, L'esprit des dissertations. Là, il a démontré qu'il était pour le fédéralisme. Joseph Kasavubu. Il a évolué comme ça. Des Bomboko, à l'époque, même Antoine Kizenga, c'était un fédéraliste. Ce débat a évolué, même avant la table ronde, toujours. Les unitaristes avec Patrice Emery Lumumba et les fédéralistes avec Kasavubu. Ça a évolué. Les unitaristes ont rapporté, on a mis en place le système politique qu'on a aujourd'hui. Ça a évolué. 2006, Sun City, toujours les unitaristes, jusqu'à ce qu'on nous a pondu cette constitution qu'on a aujourd'hui, qui a une forme de l'État un peu unique, un peu comme celui de la Chine, comme a dit le professeur Ngwandakoy. L'État unitaire régionalisé, plus proche du fédéralisme. Alors, c'est une question où il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de leaders politiques, d'opinion, et des Congolais qui pensent que ces pays méritent aujourd'hui le système fédéraliste. C'est des questions qu'il faut en parler. L'UDPS qui est au pouvoir a toujours promis le fédéralisme. Est-ce que vous savez ça? Étienne Tshisekedi, c'était lui qui était à l'origine du concept de politique décentralisation. Il soutenait le fédéralisme jusqu'à son départ. Dans le statut de l'UDPS se trouve le fédéralisme. Donc, il y a des acteurs politiques, Moïse Katumbi, d'autres personnes comme nous aussi, nous soutenons la thèse du fédéralisme. Mais il faut en parler, il ne faut pas forcer comme font les rebelles. Que ce ne soit pas des questions taboues. Oui, oui. Il faut mettre sur la table. Sur la table. En parler vraiment. Mais il y a de ces Congolais qui veulent en faire ou passer par la force au lieu d'en parler, de mener des débats scientifiques justement sur cette question du fédéralisme, et que plutôt d'aller prendre peut-être les armes pour justement arriver à ce qu'on appelle une balkanisation et tout ce qui va avec. Ceux-là ne comprennent pas. Par exemple, je donne encore une précision. Corneille Nangaa et sa bande ne prônent pas le fédéralisme. Non. Corneille Nangaa et sa bande négocient la proclamation et l'indépendance de l'État du Kivu, qui est totalement opposé au fédéralisme. Le fédéralisme, c'est un système politique qui consacre plusieurs centres de décision politique pour déverrouiller l'économie et provoquer le développement à la base. C'est le système politique, par exemple, des États-Unis d'Amérique. Mais ce que Nangaa et consorts proposent, ça va nous amener, ça c'est la sécession. C'est ce qui va nous amener à la balkanisation. Que ce soit un pays à part entière, exactement, autre que la République démocratique exactement. du Congo. Ce n'est pas ce n'est pas le fédéralisme. Et je comprends pourquoi Nangaa commet cette erreur, pour des raisons. D'abord, il n'est pas politologue. Il n'est pas spécialiste de l'État, ce n'est pas de ce domaine. Nangaa est économiste, il ne maîtrise pas ce domaine. Et Dédé, il peut se tromper, il pense qu'il est dans les vrais, il est dans les faux. Lui, il négocie. Vous pouvez demander même à tous les négociateurs du gouvernement. Moi, j'ai beaucoup évolué dans les domaines humanitaires. Je sais, nous, les ONG internationales ont vraiment beaucoup d'informations. On apprend que les M23, dans des négociations avec le gouvernement, les M23 négocient l'indépendance et la proclamation du Kivu. Que les enfants du Kivu sachent que voilà, Nangaa veut balkaniser les pays. C'est lui. Ça, ce n'est pas le fédéralisme. C'est différent. Et ça sera faisable? Ça ne sera pas faisable parce que les Congolais ne vont pas accepter. La majorité des Congolais, selon les scientifiques aujourd'hui, sont plutôt d'accord avec le fédéralisme parce que Kinshasa concentre tout, on va en parler. Bien, merci beaucoup. Je rappelle que je suis en train de recevoir sur ces plateaux l'honorable Gladys Kingombe, écrivain, mais également auteur de l'ouvrage argumentiste Le secret de la guerre politico-économique dans la partie est de la République démocratique du Congo, chef de file du mouvement congolais initié pour le développement, porte-parole de la délégation citoyenne La Voix des consensus qui mène justement aux consultations citoyennes, et enfin politologue, justement mes chercheurs associés dans ce qu'on appelle en sciences politiques de Paris. Alors, vous avez touché la question sur la nationalité congolaise. Je me rappelle, si j'ai bonne souvenance, durant les élections de 2023, c'était quasiment ça la bataille de tous les candidats, parce qu'on a traité certains candidats d'étrangers, on a traité, en tout cas ça allait dans tous les sens, dans tous les mots. Mais aujourd'hui,
Qu'en est-il de ce que la Constitution actuelle du 18 février 2006 définit sur la nationalité congolaise? Peut-on prendre ça en considération parce qu'il dit que cette nationalité est une et exclusive? Elle peut être acquérie ou attribuée par ce qu'on appelle soli et ainsi de suite. Je ne suis pas latiniste, mais quand même on essaie de dire. Ou par... comment est-ce que vous voyez cette définition de cette constitution? Alors, oui, la constitution actuelle dispose que la nationalité congolaise doit être une et exclusive. Mais partant du contexte actuel, c'est pourquoi moi, ça fait partie des raisons que je soutiens la thèse des réformes constitutionnelles, on va en parler. Parce que aujourd'hui, la vérité qu'on soit dit, la constitution actuelle ne typifie pas ou plus la réalité du terrain. Donc, elle ne reflète plus la réalité sociologique et anthropologique de notre pays. Pourquoi je l'ai dit? La Constitution dit dans son article 10 là, que voilà, la nationalité doit être donc exclusive. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. La quasi-totalité des leaders politiques, donc de ceux qui constituent, des acteurs politiques qui constituent la classe politique, je dis bien la quasi-totalité, 95% ont double nationalité. Double nationalité. Je peux l'attester aussi. Et nous avons combien de voisins? Nous avons 9 voisins, si je ne me trompe pas. 9 voisins. Oui. Sur les 9, tous acceptent la double nationalité, sauf nous. Partout là-bas, double nationalité. Pourquoi nous, on ne va pas accepter la double nationalité? Pourquoi c'est des poids, c'est des mesures? Les politiques eux-mêmes qui nous dirigent ont double nationalité. Tout le monde là-bas, des commerçants que vous voyez, ont du double nationalité. Pourquoi on doit refuser la double nationalité? Donc il y a contraste entre ce que la Constitution stipule et la réalité. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement copié-collé la Constitution française de 1958 sans savoir que ça sera incompatible avec le vécu quotidien des Congolais. Pourquoi ne pas plutôt faire ceci comme nous on a réfléchi? On accepte la double nationalité, mais avec des responsabilités limitées. Ça veut dire qu'il y a d'autres postes qui seront réservés exclusivement à ceux qui ont une nationalité, mononationalité. Mais on accepte pour la binationalité, ceux qui ont double nationalité et consorts, mais avec des responsabilités limitées comme ça se passe ailleurs en Brésil, par exemple au Brésil, Russie et au Canada. Là-bas, si vous avez double nationalité, vous ne pouvez pas prétendre postuler au poste du président de la République, vous ne pouvez pas être Premier ministre, vous ne pouvez pas gérer les services de sécurité, les régies financières et consorts. Pourquoi on ne ferait pas la même chose ici chez nous? Mais au moins, on va permettre à tout le monde, et ceux qui ont... Vous sortez du Congo, vous avez une autre nationalité. Vous rentrez ici, vous avez la nationalité congolaise. C'est comme ça, le monde a évolué. Et c'est ce que je dis que la Constitution, c'est à la Constitution de s'adapter à ce que les peuples veulent et le peuple vit. Ce n'est pas à nous de vivre quelque chose qui n'est plus compatible. Ouais. C'est des choses qu'on doit vraiment en parler, de vivre. Et puis, j'insiste sur là-dessus. Les Congolais, pour dire Congolais d'origine, pour utiliser le vocable le plus pertinent ici à Kinshasa qu'on utilise, Congolais des pères et des mères. J'insiste, ce n'est pas seulement les Bantous. C'est ces 5 familles, le Bantou, les Nilotiques, les Pygmées, les Soudanais et le Métis. Le Métis, c'est le mélange, le mixage entre des races, des communautés. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la couleur. Vous êtes ici, vous êtes là, vous faites partie de ces 5 groupes de Congolais, vous êtes Congolais d'origine. Vous avez tous les droits. Donc c'est ce que moi je propose, Justin. Très bien. Merci beaucoup pour ces éclaircissements concernant la question sur la nationalité congolaise. Alors nous allons justement entrer dans le vif de ce sujet. Pourquoi doit-on changer cette constitution? Quelles sont les faiblesses qu'elle relève? Y a-t-il pas aussi des points forts qu'on doit justement maintenir pour voir est-ce que faudra-t-il la réviser ou carrément la changer? Parce qu'il y a certaines, vous l'avez dit tantôt, qu'elle ne reflète pas les réalités de nos populations. Je dois vous avouer tout de suite que j'apprécie beaucoup votre émission. J'aime ça à l'aise. Merci beaucoup. Alors, en tant que politologue, je vais éclairer l'opinion aujourd'hui.
je vais aider beaucoup de gens parce que ça fait un temps que j'attends ça. C'est déplorable. Quelquefois, ça nous réconforte aussi, nous autres éclaireurs de l'État qu'on appelle politologues. Il n'y a pas une différence entre la révision et le changement de la Constitution. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence. Ce n'est que des vocabulaires utilisés. Ouais. Je suis étonné de voir des grands leaders d'opinion, des autorités haut placées, des acteurs politiques charismatiques commettre cette petite erreur. Même des professeurs. Des professeurs. De droit, des surcroît. Je suis étonné. Vous savez pourquoi? D'abord parce qu'on pose très mal cette question et aux gens qui n'ont pas qualité. La question de la ou les questions constitutionnelles, ce n'est pas des questions qui concernent les juristes. Non, c'est des questions qui concernent ceux qui ont fait ici au Congo les sciences politiques, la faculté des sciences politiques et sociales administratives qu'on appelle FSAP. Ailleurs, là où moi je fais mes recherches, à l'Institut d'études politiques de Paris, on appelle communément Sciences Po Paris. C'est une question qui concerne ceux qui ont fait les Sciences Po. On les appelle les sciences politologues. Parce que la Constitution, les politologues, les sociologues, les anthropologues, les philosophes politiques, les historiens sont plus proches de la Constitution que les juristes. Très bien. Et la question constitutionnelle ne concerne pas tous les juristes, non. Ceux qui se sont spécialisés seulement en droit constitutionnel. Parce qu'on a étudié avec eux le droit constitutionnel et institutions politiques. Mais je suis étonné, la question constitutionnelle ou les questions constitutionnelles, on demande aux juristes. Non, ça ne les concerne pas. Voilà pourquoi ils nous amènent on est tous tombés dans ces fossés. Chacun interprète de sa manière, chacun voit les choses de sa manière. La révision ou le changement, d'abord, ce n'est pas le mot approprié. Le changement est un terme radical, un terme vulgaire, politicien, qui n'a rien à voir avec la science. Le vrai concept ici, c'est la réforme. Pour nous, politologues, nous parlons de réforme constitutionnelle. Très bien. Pour les juristes, ils utilisent la révision constitutionnelle. C'est la même chose. Les gens doivent savoir que la révision constitutionnelle est scindée en deux parties. C'est ce que beaucoup de gens ignorent, les communs des mortels ignorent. Pour bien expliquer, pour que les gens me comprennent bien, je commence par les donner un éclaircissement. Très bien, allez-y. Il y a 3 types de compréhension ou d'interprétation des faits à travers le monde, messieurs les journalistes. 3 types. Le premier type d'interprétation, c'est ce qu'on appelle l'interprétation littérale de la Constitution. Ça veut dire parce qu'on parle à français, nous deux comme ça, on a fait de bonnes études, on a fait de très bonnes universités. On connaît quand même, on peut voir d'autres articles, les dispositions de la Constitution comme ça et comprendre. Les interpréter selon notre compréhension. Voilà, parce que c'est en français, écrit en français. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, de manifestation, des choses qui n'ont pas besoin d'experts, d'interprétation des experts. Ça, c'est l'interprétation littérale. La deuxième interprétation, c'est ce qu'on appelle l'interprétation officielle. C'est la décision prise par des institutions étatiques. La Cour constitutionnelle s'élève un bon matin, c'est contredit en disant que voilà, et elle peut juger les anciens premiers ministres alors que ce n'est pas prévu dans la Constitution. Et tout le monde doit se soumettre, sinon on va vous arrêter. Ça, c'est l'interprétation officielle. Mais il y a aussi la troisième forme d'interprétation qu'on appelle l'interprétation scientifique, réservée exclusivement à ceux qui ont fait, donc les experts à la matière, ceux qui se sont spécialisés dans ces domaines. Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin, vous venez vous donner le luxe d'interpréter la Constitution alors que vous ne l'avez pas étudiée. Il y a ceux qui ont passé leur temps, qui ont étudié la Constitution pendant 5 ans à l'université. On les appelle des politologues, des sociologues, des philosophes politiques, des historiens, ainsi de suite. C'est eux. Et leur interprétation de la Constitution est totalement différente d'autres domaines. Les juristes citent seulement les articles, mais l'esprit de la Constitution, l'âme de la Constitution sociologique, ceux qui sont mieux placés pour expliquer la Constitution sont ceux qui ont fait les sciences politiques, j'insiste. Démonstration. Le changement, comme je dis, pour utiliser le vocable des Congolais, fait partie de la révision. La révision constitutionnelle a 2 parties. La première partie de la révision constitutionnelle, c'est ce qu'on appelle la révision partielle de la Constitution. On parle de la révision partielle de la Constitution, mais c'est les journalistes, lorsque l'on touche certaines dispositions de la Constitution, sans oser toucher les dispositions contenues et verrouillées dans l'article 220, en ce qui concerne notre Constitution. Donc vous pouvez toucher toutes les autres dispositions, tous les autres articles, mais n'osez pas toucher les articles 220.
Ça, c'est la révision partielle de la Constitution. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle la révision totale de la Constitution. C'est lorsqu'on touche des questions clés qui tiennent à la Constitution. Et ce n'est pas dire qu'on va changer du premier article jusqu'au 229e article. Non. Les questions clés, ça veut dire les 6 colonnes. La Constitution comme elle est là, où toutes les constitutions du monde sont constituées ou sont tenues que par 6 colonnes, messieurs les journalistes. La première colonne, c'est la forme de l'État. Très bien. La deuxième colonne, c'est le régime politique. La troisième colonne, c'est la forme du gouvernement. La quatrième colonne, c'est le rôle des animateurs et des institutions. La cinquième colonne, c'est l'exposé des motifs et ensuite le préambule. La première, c'est la forme de l'État, comme je l'ai dit. Et en ce qui concerne la forme de l'État, vous touchez la forme de l'État, mais vous serez obligé de toucher les fonds, tout le reste. La forme de l'État, il n'y en a que 2. Bon, moi je suis politologue, comprenez-moi. Je vais aller vraiment dans les détails pour que les gens nous comprennent. Allez-y. Je crois peut-être si le temps nous fait défaut, on pourra revenir parce que c'est une matière qui est très abondante. Je crois qu'on ne pourra pas finir aujourd'hui, mais si le temps nous fait défaut, on pourra revenir pour justement enchaîner avec toutes ces idées. Mais je vais aller à l'essentiel. J'ai dit la première colonne qui tient la Constitution, c'est la forme de l'État. En sciences politiques, il n'y a que 2 formes de l'État. Il y a l'État simple, qui peut être unitaire, centralisé, ça veut dire le pouvoir excessif, ça c'est beaucoup plus la dictature. C'est le président de la République qui nomme même les gouverneurs et tout. Le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne. La deuxième forme de l'État, ce qu'on appelle l'État unitaire déconcentré. Les gouverneurs sont élus, bien sûr, mais sont toutefois sous les instructions de Kinshasa, donc des autorités nationales. Il y a aussi ce qu'on appelle l'État unitaire décentralisé, donc des provinces autonomes avec des gouverneurs des assemblées provinciales élus. Et ensuite, il y a la forme de l'État unitaire régionalisé, la forme de l'État de la Chine. Ça veut dire il y a l'autonomie vraiment classique. C'est la forme de l'État unitaire la plus proche du fédéralisme. À ce qui nous concerne, notre forme de l'État aujourd'hui sur le papier, c'est l'État unitariste décentralisé. Parce que nous avons soi-disant des provinces autonomes et des gouverneurs élus. Mais donc pratiquement, dans la vraie vie, qu'est-ce que nous constatons? L'État unitaire hyper centralisé. Le pouvoir est totalement concentré entre les mains de Kinshasa, mais aussi de Gombe. Tout se passe à Gombe. Tout. Les provinces et les gouverneurs qui sont là ne servent absolument à rien. Voilà pourquoi les provinces sont clochardisées, abandonnées à leur triste sort, parce que tout, c'est Kinshasa. Kinshasa est le siège de toutes les institutions. Kinshasa décide de tout. Même parfois, elle prend des décisions qui n'est pas conformes aux réalités même pas du aux Congo réalités. profond. Ils ont même des problèmes de rétrocession de foi pour le développement de provinces. Exactement. Et la deuxième forme de l'État, c'est l'État composé. Il y en a 2. La fédération ou la confédération. Très bien. La fédération, c'est le système politique des États-Unis. Plusieurs centres de décision politique. Ça veut dire on divise l'État ou l'État local, qu'on appelle les provinces, ou a le monopole et le pouvoir de gérer ses ressources financières et ses ressources naturelles. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Ça facilite le développement. Et il y a aussi la confédération. La fédération naît toujours à travers une constitution fédérale. La confédération naît d'un traité. Donc ça naît toujours à travers un traité. C'est la forme de l'État de la Suisse. Voilà un peu ce qu'est la constitution. Vous touchez la forme de l'État de la Constitution à travers la révision totale de la Constitution. Vous changez la Constitution. Donc, la révision totale de la Constitution, c'est ce que le commun des mortels appelle à tort changement de la Constitution. L'article 218, il dit quoi? Le pouvoir d'initiative, d'initier le changement ou la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Mais la Constitution n'a pas précisé si c'est la révision totale ou la révision partielle. Oui, là où ça pose problème. Donc, cette Constitution, on peut la qualifier comme
plusieurs personnes, une constitution des belligérants, quelque chose qui a été copié, collé. Et il y a de ceux qui pensent même que c'était une constitution qui voulait en sorte que ça puisse permettre les gens de se réunifier, se mettre ensemble encore une fois. Et est-ce que l'opportunité est là maintenant pour enfin avoir une constitution adaptée aux réalités de nos populations? C'est là que le bas blesse. Oui, nous pouvons réformer la Constitution, nous pouvons réviser totalement la Constitution, mais les gens d'en face, ceux qui prônent les changements de la Constitution, malheureusement, les politiciens ne respectent pas ce qu'ils font. Ils ne proposent rien. Parce que quand on parle de changement, ça veut dire qu'on veut proposer une nouvelle Constitution. Mais qu'est-ce qu'on propose? La population n'a même pas accès à l'ébauche. Mais il y a les représentants de la population qui sont à l'Assemblée nationale. Ce sont eux, évidemment, qui doivent restituer ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le souverain. Là, on parle du souverain. Et je vois souvent les gens du pouvoir ou ceux qui soutiennent le changement de la Constitution, ils font référence à l'article 5 pour dire qu'ils vont aller au référendum. C'est le peuple qui va décider. Mais le peuple, la souveraineté du peuple n'est pas partielle. Elle est totale. La souveraineté du peuple, ça veut dire 26 provinces. 26 provinces. Parce que les Congolais, ce n'est pas seulement Kinshasa. Les Congolais, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont vivants, morts, qui sont partout à travers la République, qui portent la nationalité congolaise d'origine. Congolais. Alors, les zones occupées là-bas, ceux qui sont là-bas ne sont pas des Congolais, ce sont des Congolais. Comment vous pouvez vous permettre réviser la Constitution totalement ici, procéder au référendum sans ces gens-là? Ça ne sera pas ça, ce n'est pas la souveraineté. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez pas qu'il y a, parce que nous parlons déjà des enjeux politiques en République démocratique du Congo, d'une part, il y a le pouvoir qui veut à tout prix arriver au changement de cette Constitution tout en passant par le référendum pour interroger le souverain primaire qui est le peuple. D'autre part, l'opposition veut à tout prix que les élections se tiennent. Et je vous prends un mot, vous venez d'évoquer la situation d'une partie occupée. Idem pour l'organisation des élections. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui organiser les élections dans le même contexte à partir du moment qu'il y a une partie qui est occupée? Voilà, très belle question. D'ailleurs, c'est ça la quintessence de notre démarche. Comme vous m'avez présenté, que je conduis aussi une délégation citoyenne appelée la Voix du consensus. Nous consultons depuis les 6, nous consultons les acteurs de l'opposition, de la majorité et de la société civile justement pour cette question-là. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué? Aujourd'hui, le pays est en quelque sorte divisé en deux camps. Il y a d'un côté ceux qui soutiennent la thèse du changement de la Constitution, c'est le pouvoir en place. Il y a des Congolais derrière eux. De l'autre côté, il y a ceux-là qui ne jurent que par le dialogue national inclusif. C'est l'opposition. Il y a aussi des Congolais devant, donc derrière eux. Des thèses légitimes, mais ce qui pose problème, c'est la méthode qu'on utilise pour atteindre les objectifs. Il risque d'y avoir confrontation et mort d'homme. Et nous, on a dit en tant qu'intellectuels, non, on ne peut pas laisser comme ça. Allons à la rencontre de ces leaders pour non seulement les écouter, mais leur faire des propositions concrètes. Et je les remercie, tous les leaders d'opinion, toutes les autorités qui nous ont déjà réussi et ceux qui nous ont programmé la semaine prochaine. L'opposition aussi. En tout cas, je remercie tout le monde parce que nous sommes réussis. On n'attendait pas que ça aura vraiment cet impact. On est réussi partout, appelé partout. On consulte vraiment les leaders. Et qu'est-ce que j'ai compris, messieurs les journalistes? La majorité des leaders qui déclarent à la télé, qui soutiennent le changement de la Constitution, en réalité, ne sont pas pour. Ceux qui sont pour le dialogue national à la télévision, en réalité, sont pour le changement de la Constitution. C'est pourquoi nous le faisons, des propositions concrètes. D'ailleurs, à la fin de ces consultations, nous allons pondre un rapport à travers un point de presse que vous êtes déjà invité. Merci beaucoup. Nous allons dire toute la vérité à la population et montrer notre recette, ce qu'il faut faire pour apaiser la tension et nous permettre de trouver la voie du consensus. Très bien. Ce n'est pas mauvais de réformer, mais les forcing, les défis n'est pas une chose bonne. Ce n'est pas mauvais toujours aller aussi. dans des consensus. Exactement, la modération, le compromis. À l'amiable, Très bien. Les dialogues aussi, parce que moi je soutiens aussi les dialogues, messieurs les journalistes. C'est la particularité.
Je soutiens le dialogue national inclusif. Quel dialogue? Oui, le inclusif. Dialogue national est inclusif. Inclusif, voilà. Mais en République démocratique du Congo, maintenant, connaissons comment est-ce que les choses se font quand il y a un dialogue national inclusif. Je ne vais pas entrer dans le jeu partage du gâteau. Et oui, ça débouche, ça débâcle, ça arrive toujours justement à ce partage du gâteau. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on faire confiance à cette classe politique congolaise pour aller au dialogue aujourd'hui? Et pour quelle finalité? D'autant plus que nous avons déjà plusieurs jurisprudences qui l'ont démontré noir sur blanc que tous les dialogues organisés en RDC... Je donne 4 bonnes raisons. Rapidement parce que nous sommes déjà à la fin. 4 bonnes raisons qui concourent à l'organisation ou qui montrent que non, c'est important de convoquer les dialogues. La première raison, pour libérer des zones occupées. S'il y a dialogue, il y aura un cessez-le-feu bilatéral signé par toutes les parties. Ça va aider à épargner des vies humaines, à sauver les Congolais. Très bien. Deuxième raison, parce que la voie des armes a échoué. Il n'y a que 2 façons de terminer la guerre. Soit, comme disait Kwame Nkrumah dans son livre Le conscientisme, soit vous bombardez, soit vous négociez. Parce que la voie des armes a montré ses limites. La seule façon de maintenir la paix ici pour le moment, c'est à travers les dialogues. Ça, c'est scientifique. Et les dialogues, pas avec seulement l'opposition civile, non. Le problème, c'est aussi avec l'opposition militaire instrumentalisée par l'ennemi. Il faut mettre tout le monde autour du table et parler avec. Troisième raison, pour traiter les causes profondes des conflits. Quatrième raison, j'insiste, pour éviter que les forces négatives se coalisent. Vous savez qu'il y a des forces négatives en RDC. Il y a d'un côté l'AF-123, de l'autre côté ceux qui constituent les Wazalènes d'aujourd'hui. Ce sont des forces négatives. On ne gagne la guerre qu'à travers les forces loyalistes qui sont les FARDC. Très bien. Donc, en exploitant ces raisons-là, c'est tellement important de nous retrouver pour parler, pour apaiser, pour désamorcer. Et ça va nous aider à quitter. La toute dernière question avant de se quitter, la posture actuelle de l'opposition, comment est-ce que vous la trouvez? Ils ont lancé plusieurs manifestations après justement cette rencontre avec le président burundais Ndayishimiye. Ils ont projeté une activité déjà pour ce 22. Pensez-vous que c'est de cette manière-là qu'on va trouver, ou c'est une manière de mettre pression au pouvoir, ou c'est de cette manière-là qu'on va justement trouver un consensus pour qu'enfin qu'on puisse déboucher à ces dialogues tant attendus? J'ai appris que la manifestation est autorisée par le gouvernement. Bon, voyons voir la suite, mais il faut faire la manifestation pacifique. Très bien. Pas la manifestation de casse. Et l'opposant à la taille de Fayoulou, à l'international ou en sciences politiques, est considéré ou en le rang de ministre d'État. Donc il ne faut pas le toucher comme tout le monde. Ce n'est pas bien. Il faut encadrer la manifestation, le protéger jusqu'à la fin. Il ne faut pas que ce soit la marche des casse. Très bien. Merci beaucoup, monsieur ou honorable Gladys Kingombe, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur de l'ouvrage argumentiste, le secret de la guerre politico-économique dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous êtes chef de file du mouvement congolais initié pour le développement, mais aussi le porte-parole de la délégation citoyenne La Voix du Consensus, qui mène bien évidemment des consultations citoyennes. Et enfin, vous êtes politologue de formation, chercheur associé en Sciences Po Paris. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Tout en espérant vous retrouver dans les tout prochains jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette tribune avec ces analyses, en tout cas impeccables. Merci à tous ceux qui nous ont suivis d'une manière ou d'une autre, de partout dans le monde entier, mais également dans toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Merci aussi à cette grande équipe technique qui m'a accompagné, les zéros dans l'ombre, Pepito Matondo derrière les caméras, Jano Ilunga ainsi que JM John Mayala Kikajole, évidemment les machines acoustiques. Restez branchés sur nos antennes et tout à l'heure c'est la grande édition du journal à 19h où vous aurez toutes les grandes lignes d'actualité avec Charlène Makuta. D'ici là, portez-vous bien chez vous et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.